tenable sans consensus entre les acteurs politiques. La centrale électorale de la République démocratique du Congo dénonce la contradiction et le flou entretenu dans un rapport publié par une équipe d'experts onusiens sur les questions électorales. Le rapporteur de la CENI indique après l'audit du fichier électoral de 2011 que l'ONU et l'OIF avaient plutôt proposé la révision de ce fichier jugé corrompu. Vous l'écouterez dans ce journal. Et puis les gouverneurs issus du Grand Katanga se sont réunis en Conseil de sécurité interprovincial pour analyser plusieurs sujets d'actualité dont l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le mandat du président de la République. Vous suivrez le compte rendu du doyen de gouverneur Mbuyu Kabangu qui nous fait le point. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. La centrale électorale de la République démocratique du Congo dénonce la contradiction et le flou entretenu dans un rapport publié par une équipe d'experts onusiens sur les questions électorales. Ce rapport stipule que sans révision du fichier électoral, il serait encore possible d'organiser la présidentielle avant 2017 au risque d'exclure des millions d'électeurs comme des nouveaux majeurs ou la diaspora. Le rapporteur de la CENI indique qu'après l'audit du fichier électoral de 2011, que l'ONU et l'OIF avaient plutôt proposé la révision de ce fichier électoral qui était jugé corrompu et qui devait prendre en compte la diaspora congolaise. Jean-Pierre Kalamba rappelle l'ONU au respect des engagements pris lors des séances de travail CENI, ONU, OIF. Écoutez. La mission concertée de l'ONU et l'OIF a travaillé avec nos experts. S'est retrouvé buté à une difficulté réelle d'organiser les élections dans les délais constitutionnels pour les raisons suivantes. Premièrement, c'est le rapport de l'OIF qui avait révélé qu'il n'était pas possible d'utiliser le fichier de 2011 accusant les faiblesses et l'absence de 8 500 000 nouveaux majeurs et l'absence de la diaspora conformément à l'article 8 de la loi électorale qui voulait que ces membres, les Congolais de diaspora, votent leur président de la République. Et troisièmement, il y avait la faiblesse d'avoir au mois de septembre plus ou moins 1 600 000 morts. Et sur base de ça, les amis présentaient cette hypothèse au motif que ça pouvait se faire si et seulement si, avant le 15 mai, les acteurs politiques congolais se mettaient d'accord et s'engageaient à conseiller aux nouveaux majeurs de ne pas participer. Aujourd'hui, nous sommes le 20. Et que cette hypothèse-là n'était pas tenable sans consensus entre les acteurs politiques de la RDC. Comment peut-on, au 23, parler d'une possibilité au cas où on renonçait au fichier? Est-ce que les faiblesses se relevaient sur le fichier et par l'OIF et par la communauté internationale ne sont plus réalistes, à moins qu'ils se disent que nous nous étions trompés en disant ce que nous avions dit que le fichier était non fiable. C'était le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba. Dans l'actualité, en entendant la mise en place du comité préparatoire, le facilitateur du dialogue national, Edem Kodjo, a préparé le vendredi dernier à la mise sur pied du groupe de travail composé des 10 membres de la société civile. Il attend de ses acteurs des suggestions constructives pour la tenue de ce forum national et depuis, quelques voix se lèvent pour réclamer des places au sein de ce groupe de travail. Pour ne pas traîner les choses en longueur, nous avons donc décidé de mettre sur pied un groupe de travail dont la première séance de travail a eu lieu ce vendredi 20 mai 2016. Aussitôt cette annonce, c'est la guerre des réactions. La plus vive et la première vient de l'opposition citoyenne dont le leader ne porte plus de gants et parle déjà du partage du butin. Mais quel butin et de quelle guerre? Le transfuge de l'UNC va même plus loin en promettant le mauvais sort que projeterait sa grand-mère sur le dialogue politique national en République démocratique du Congo au cas où il ne ferait pas partie du comité préparatoire. Que toutes les tendances d'abord
qui se sont prononcés pour le dialogue ne se retrouvent pas dans le groupe de travail et dans le comité préparatoire. Monsieur Kodjo et la majorité vont endosser toutes les caprices de l'UDPS. Parce que pour nous qui avons défendu le dialogue, pour nous qui avons accepté d'être reçus par le chef de l'État au mois de juin, personnalité de l'opposition, et aujourd'hui, nous pensions que tous ceux qui refusent le dialogue, la dynamique, les G7 et autres, s'ils ne se retrouvent pas autour du dialogue, en tout cas pour nous, c'est un dialogue qui va accoucher d'une souris. Et nous voulions que le groupe de travail, que le comité préparatoire, se mette d'abord à la quête pour rassembler au maximum, surtout l'opposition. Et nous demandons à M. Kodjo, que s'il ne tire pas attention, et si ce dialogue a lieu, sans nous, nous serons les cailloux dans la chaussure de Kodjo. Mais Edem Kodjo reste imperturbable. L'ancien Premier ministre togolais s'est basé sur des contacts dits fructueux avec les confessions religieuses, les ONG des droits de l'homme, les associations des femmes qui lui ont permis de constituer la liste de 10 membres de la société civile au sein du groupe de travail. En attendant la mise en place du comité préparatoire, Edem Kodjo compte toujours sur l'UDPS pour avoir la composition de la délégation de l'opposition politique à ce comité préparatoire. Mais pourquoi le facilitateur tient plus à l'UDPS? Quel est l'essence de ces dialogues qui laisserait de côté les acteurs importants de l'opposition comme l'UDPS? Et quelqu'un a dit qu'on est contre les camps de l'UDPS. D'autres pensent que je n'en ai que pour l'UDPS. Non, il faut être réaliste. Et qui sait qui représente quoi auprès de la population congolaise? Les dialogues ont besoin d'un climat favorable où sont bannis et tout ce que vous appelez violation des droits de l'homme. Le président de la nouvelle classe politique et sociale, Steve Mbikaï, lui, accuse le facilitateur Edem Kodjo de partialité. On n'a jamais vu dans un pays qu'on donne le rôle à un parti politique de gérer d'autres partis politiques. Mais pourquoi invoquer les malédictions de sa grand-mère sur toute une messe nationale visant la paix et les élections au pays? En tout cas, la population congolaise a besoin de cette paix et de vrais hommes d'État, soucieux de l'avenir de la nation. L'UDPS d'Etienne Tshisekedi serait-elle à la base du blocage du dialogue politique en République démocratique du Congo? La question revient sur toutes les lèvres. C'est depuis le 26 mars dernier que cette formation politique congolaise a endossé la responsabilité de constituer la liste de l'opposition devant participer à ce forum national convoqué par le chef de l'État Joseph Kabila. À ce jour, cette liste se fait attendre. Voilà qui suscite l'impatience du facilitateur Edem Kodjo. L'UDPS encore dans les blocages du dialogue national inclusif au Congo-Kinshasa, alors que le facilitateur du dialogue national a déclaré que sans ce parti, il n'y a pas de dialogue. À ce jour, ces propos du diplomate togolais semblent entêter la fille aînée de l'opposition congolaise qui ne cesse de monter les enchères. Du coup, la mise en place du comité préparatoire bloqué, Kodjo qui veut débloquer la machine, institue un groupe de travail qui met au grand jour les appétits politiciens. Se tiendra pas, en tout cas le dialogue politique commence à devenir un point fuyant. Les raisons légitimant cette thèse se multiplient. D'un côté, le parti d'Etienne Tshisekedi ne se montre pas pressé à déposer la liste de l'opposition politique. De l'autre, la liste du groupe de travail mis sur pied par Kodjo fait déjà l'objet de contestations par Kati Kalanga. La dame Kati Kalanga a été même surnommée pro-dialogue. Mais pourquoi aujourd'hui la mettre de côté? Puisqu'elle a fait un travail. C'est-à-dire qu'elle a déjà ce qu'on appellerait pseudo-facilitation. Les matières sont là. Pourquoi la mettre de côté? Est-ce que croyez-vous que nous allons chuter sur de bonnes résolutions? Et ce n'est pas terminé. Le facilitateur reproche à la majorité présidentielle d'avoir mis la charrue devant les bœufs en sollicitant auprès de la Cour constitutionnelle l'interprétation de l'article 70 de la Constitution. Une réalité est certaine, les Congolais finiront par se dépasser pour privilégier la cause nationale au détriment des intérêts personnels. L'histoire politique du pays nous le renseigne. Entre-temps, messieurs les facilitateurs, ne vous découragez pas jusqu'à jeter l'éponge.
La situation sécuritaire dans le territoire de Béni, on en parle encore dans ce journal. Vous le savez, les élus du Grand Nord se sont décidés de sécher les plénières de l'Assemblée nationale. Il y a de cela une semaine. Tous s'attendent à l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette partie du pays et encouragent les forces armées de la RDC qui sont déjà sur terrain afin d'éradiquer les groupes rebelles qui sévissent à Béni. Regardez. Ces élus ressortissants du Grand Nord saluent l'opération Salama lancée depuis la semaine dernière contre les rebelles ougandais de ZADF dans les territoires de Béni par l'armée congolaise qui enregistre déjà de bons résultats. Cette opération militaire de grande envergure est appuyée par la MONUSCO. Elle a pour objectif d'éradiquer totalement les ZADF et sécuriser la population du territoire de Béni. L'opération Salama, nous la saluons. Nous saluons évidemment les militaires qui sont sur le front. Ils sont en train de se battre comme il le faut. Ils sont en train même d'attraper certains éléments, certains tueurs. La population de cette partie du pays meurtrie par de massacres odieux a aujourd'hui le soutien non seulement des FARDC, mais aussi de ces élus qui d'ailleurs s'organisent pour décrier cette situation. Il faudrait que le gouvernement, il faudrait que, n'est-ce pas, le Parlement saisisse la question de manière responsable, qu'on ne minimise pas la question parce que c'est la vie de tout un peuple qui en dépend. Comme le président de l'Assemblée nous avait promis qu'il fallait, n'est-ce pas, organiser une séance spéciale et que cette séance se tiendrait à huis clos et nous attendons qu'il convoque cette séance-là. Le 3 mai dernier, une dizaine de personnes avaient été tuées au nord-est de la ville de Béni, au nord Kivu. Face à cette situation, un appel à la solidarité nationale a été lancé pour mettre fin à cette insécurité dont la population civile est victime. À l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab, a apporté des réponses aux préoccupations des députés en rapport avec l'examen de loi portant enrôlement des électeurs. À son tour, le ministre du Plan, Georges Ouembi, a présenté le projet de loi de partenariat public-privé. Mais avant, dans la matinée, le président de l'Assemblée nationale a procédé à l'ouverture des assises des femmes parlementaires de l'Afrique centrale avant de recevoir en audience le président de la CENI, accompagné d'une délégation de la Corée du Sud. Enrôlement de nouveaux majeurs, recensement des Congolais de l'étranger, la problématique de la détention des cartes d'électeurs par les étrangers. Ces questions posées par les députés en rapport avec la loi sur l'enrôlement ont trouvé des réponses dans la réplique du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab, qui s'était présenté ce lundi au Palais du Peuple. À son tour, le ministre du Plan a présenté le projet de loi portant partenariat public-privé. Georges Ouembi reviendra dans 48 heures à l'Assemblée nationale pour sa réplique, en rapport avec les préoccupations des élus du peuple. Avant la plénière, le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, a procédé à l'ouverture des assises des femmes parlementaires de l'Afrique centrale dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Ces femmes parlementaires échangent autour des problématiques liées à la gente féminine. Du haut de cette tribune, je salue l'action ô combien déterminante ayant caractérisé leur mandat dans ce forum. Chers députés et sénatrices, depuis bientôt une génération, la promotion du genre est devenue une des questions clés des politiques publiques et de la gouvernance au sein des États et des organisations intergouvernementales et même supranationales, quelles qu'elles soient. Mais il s'agit bien, vous en doutez, d'une question transversale qui n'est pas toujours aisée d'aborder sous un seul angle. Journée très chargée pour Obé Minakou Ndiala Ndioko. Le président de la Chambre basse du Parlement congolais a en outre échangé avec le président de la CENI. Corneille Nangaa était accompagné d'une délégation coréenne. Dans la perspective de l'organisation des votes électroniques, les Coréens disposent de l'expertise en la matière. Nous sommes en train de réfléchir avec la commission électorale sud-coréenne sur la possibilité d'introduire le vote électronique. Nous sommes en train d'étudier les mécanismes qui nous permettront d'annoncer les résultats le même jour du vote ou bien alors les jours suivants tout au plus tard. Nous allons donc introduire cet élément. C'est pourquoi il a fallu que nous partagions avec les présidents de deux chambres sur cette question.
Sachez également que les gouverneurs issus de l'ex-province du Katanga se sont réunis en conseil de sécurité interprovincial dans la province du Haut-Katanga. Ensemble, ils ont analysé plusieurs sujets d'actualité, dont l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le mandat du président de la République. Le compte rendu avec le doyen de gouverneur Mbuyu Kabango. Nous avons passé en revue la situation sécuritaire. Surtout, nous nous sommes attardés sur le fait que il y a des interprétations qui sont très différentes en ce qui concerne les arrêts de la Cour constitutionnelle. Surtout quand on dit à la fin du mois de décembre 2016, le président de la République, Joseph Kabila, peut-il quitter ou pas le pouvoir? Or, la Constitution est très claire. La Constitution dit que le président de la République ne peut quitter que quand il y a un président démocratiquement élu qui fait remise et reprise avec Joseph Kabila Kabange. Alors nous disons, ceux qui sont en train de contester et d'induire la population en erreur par des interprétations erronées de la Constitution doivent cesser, parce que la Constitution est claire. Et il y a une option à lever par ceux qui sont en train de contester, donc disons, les arrêts de la Cour constitutionnelle. Ou bien, notre constitution ne vaut plus la peine, ils reconnaissent que ça ne vaut plus la peine, alors on fait un référendum, nous allons à ce moment-là nous asseoir pour que nous puissions changer notre constitution, parce qu'ils reconnaissent eux-mêmes que la constitution ne vaut plus la peine. Mais si la constitution vaut la peine, il est dit dans la même constitution que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne peuvent être contestés par personne. Ça ne peut même pas faire l'objet, donc disons, d'une discussion. Pourquoi alors, à ce moment-là, les gens qui nous disent chaque fois, ne touchez pas à ma constitution? Quand la Cour constitutionnelle prend un arrêt, ils doivent se mettre à tromper la même population qu'ils soulèvent chaque fois pour dire que personne ne touche à ma constitution. Que personne ne touche à ma constitution. Ils vont encore mettre cette population en erreur en disant qu'ils vont contester, donc disons, les arrêts. Ils vont mobiliser la population pour contester les arrêts de la Cour constitutionnelle. Et nous disons que trop c'est trop. On ne doit plus continuer à considérer la population congolaise 56 ans après comme si c'était un peuple abruti. Non. Le peuple congolais est déjà mûr. Cette constitution, c'est nous-mêmes qui l'avions votée. Le président l'a promulguée. Et si nous tenons encore à cette constitution, donc à ce moment-là, acceptons que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne peuvent faire objet d'aucune discussion. Nous sommes à l'aise. Si la constitution n'est plus valable, passons au référendum, revisons cette constitution. Si elle est valable, que les gens la respectent totalement. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont exécutoires. C'est l'article 168 de la Constitution et la mission de la police est de respecter et de faire respecter la loi. Tel est le message du général Célestin Kanyama lors de la parade générale tenue ce lundi au stade de Martyrs. Tout celui qui ne respectera pas la loi trouvera la police sur son chemin. C'est le message du commandant de la ville de Kinshasa qui a appelé ses hommes à la vigilance tous azimuts dans leur mission de protection des personnes et de leurs biens. Ils sont ici pour recevoir de nouvelles consignes de renforcement des mesures sécuritaires. Ce sont les différentes compagnies mobiles d'intervention et la police des circulations routières, tous de la ville-province de Kinshasa. Le général Célestin Kanyama commence par féliciter ses hommes pour les travaux abattus pendant la période allant des obsèques de Papa Wemba, Baudouin Banzamukalaï et l'escorte des léopards champions d'Afrique du rugby. Merci. Ndenge pour sécuriser Bamatanga et Utikosala na Kinshasa. Totali lobby Oyambi équipe na biso ya rugby. Il les appelle aussi à la vigilance pour anticiper et déjouer toute le manigance des ennemis de la paix et de l'ordre public pour prévenir ainsi la sécurité de tous. Nous avons également attiré l'attention des musulmans pour qu'ils soient vigilants. Pendant ce temps, on doit être vigilant pour que l'ennemi ou les mal intentionnés ne puissent pas nous distraire. Puisque c'est pendant la distraction que beaucoup de choses peuvent arriver. N'oublie pas que c'était pendant la fête qu'on a demandé la tête de Jean-Baptiste.
Autre message, c'est le respect des arrêts de la Cour constitutionnelle, tel stipulé par l'article 168 de la Constitution. Le commandant de la ville de Kinshasa met en garde tous les récidivistes. Nous sommes dans un état de droit, il faudrait que chacun, ce qui le concerne, respecte la loi. Nous, on fonde notre action sur la loi. Il faudrait que quiconque respecte aussi la loi, celui qui marche en dehors de la loi, il trouvera la police sur son parcours. C'est ça le message. Puis vient le moment des défilés à la coutume policière, signe de joie et des mises en application des consignes données. 190 candidats experts comptables sont soumis à une formation de 3 mois. À Kinshasa, à Lubumbashi et à Goma, le coup d'envoi a été donné ce lundi à Kinshasa. Cette remise à niveau permettra à ces candidats dont l'expérience et les compétences ne sont pas avérées de parfaire leurs connaissances, notamment en matière de comptabilité et d'audit. Elle débouchera sur une aptitude professionnelle. Au terme de cette formation, les lacunes des candidats en matière d'audit, de révision des comptes et d'expertise comptable devront être comblées. Ils seront soumis à un jury de sélection et d'agrément en qualité d'expert comptable. La profession de comptable constitue un maillon important dans le processus de mobilisation, affirme Albert Petit, vice-ministre des Finances. La profession de comptable constitue un maillon important dans le processus de l'amélioration du climat des affaires en République démocratique. Et un des objectifs majeurs du programme économique du gouvernement, tel que tracé dans la vision de la révolution de la modernité pour un Congo émergent à l'horizon 2030, prôné par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Selon Saïdou Diop, représentant de la Banque mondiale, cette formation s'impose car la RDC doit faire partie des organisations internationales de la comptabilité. Le domaine le plus important qui constitue, je dirais, le capital qui va développer à terme la profession, ce sont les experts comptables eux-mêmes. Donc, et cela passe par la formation des experts comptables diplômés. Et je pense qu'il y a un objectif à atteindre. L'ordre a été créé, mais il faudrait que l'ordre soit membre de la Fédération internationale des experts comptables qu'on appelle IFAC. À ce jour, la commission spéciale de l'Ordre national des experts comptables de la RDC a déjà agréé 181 experts comptables. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. À présent, le rappel des titres. La centrale électorale de la République démocratique du Congo dénonce la contradiction et le flou entretenu dans un rapport publié par une équipe d'experts onusiens sur les questions électorales. Le rapporteur de la CENI indique après l'audit du fichier électoral de 2011 que l'ONU et l'OIF avaient plutôt proposé la révision de ce fichier électoral jugé corrompu. Vous avez écouté dans ce journal la réaction de la CENI. Le gouverneur issu du Grand Katanga s'est réuni en Conseil de sécurité interprovincial pour analyser plusieurs sujets d'actualité dont l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le mandat du président de la République. Dans ce journal, vous avez suivi le compte rendu du doyen des gouverneurs Mbuyu Kabangu. L'actualité continue sur votre chaîne. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Le tour d'horizon de titres à la une de l'actualité du net, c'est la revue de presse de Grace Salambo. Bienvenue. Merci Florian. Alors, on commence votre revue de presse avec le premier titre, le dialogue national.
Tout à fait, Floride. Et à ces sujets du site 7sur7.cd, nous apprenons que l'Union européenne appelle à la tenue d'un dialogue politique bref et précis. C'est ce qui ressort du Conseil de l'Union européenne sur la République démocratique du Congo qui s'est tenu ce lundi à Bruxelles, où l'Union européenne a réitéré son soutien au facilitateur Idem Kojo. C'est sur cette renchérie par ailleurs que le Conseil appelle le gouvernement congolais et toutes les parties concernées à créer les conditions nécessaires pour permettre la tenue des élections libres, transparentes et apaisées. Dialogue national, le journal La Prospérité en parle aussi, en croire ce quotidien. C'est l'UDPS qui bloque le processus. C'est ce qu'a déclaré le facilitateur Idem Kojo. La Prospérité martèle qu'Etienne Tshisekedi a promis plusieurs fois de transmettre au facilitateur la liste des 12 noms de l'opposition sans tenir parole. D'un journal à un autre, l'Avenir qui confirme l'information titre « Dialogue politique, Idem Kojo accuse l'UDPS de traîner les pas ». De son côté, Forum des As signale que l'UDPS n'a pas la réputation d'être facilement soluble dans les compromis et d'être rassembleur. Revenons au journal La Prospérité qui renseigne par ailleurs que le dialogue politique aura bel et bien lieu en RDC malgré les embûches. C'est la première certitude donnée par Kojo aux journalistes. Deuxième certitude, un groupe de travail a été constitué pour préparer la tenue des travaux du dialogue en attendant bien sûr l'installation du comité préparatoire. Alors on va quitter la RDC pour le Vatican où le pape poursuit également le dialogue avec l'islam. Oui, Floride, et en croire le site lacroix.fr, le but du dialogue ici est de vivre ensemble et en paix. Le pape François a reçu l'imam d'Al-Azhar, la prestigieuse institution de l'islam, ce lundi au Vatican. Par cette rencontre, comme par d'autres gestes posés avec les musulmans, le pape défend une coexistence pacifique et un travail conjoint pour le bien de la société à une période où le terrorisme islamiste est à la une de l'actualité. Abordant le même sujet, le Figaro titre à sa une « Le pape François accélère le rapprochement avec l'islam ». Ce site constate qu'en recevant le grand imam, le pape François confirme sa volonté de mener un dialogue actif avec l'islam et le pape et l'imam se sont entretenus selon le Saint-Siège de l'engagement commun des autorités et des fidèles des grandes religions pour la paix dans le monde, du refus de la violence et du terrorisme, de la situation des chrétiens au Moyen-Orient et de leur protection. On va prendre le dernier titre pour finir. En Autriche, le candidat écologiste Alexander Van der Bellen a été élu président. Ces sujets fait la une des médias parus sur la toile. Ce lundi, Europe 1 annonce qu'en Autriche, on a un nouveau président, Alexander Van der Bellen, candidat indépendant de 72 ans, soutenu par les écologistes, a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle ce lundi. Après le dépouillement des votes par correspondance au second tour, il a été élu avec 50,3% des voix, totalisant ainsi 31 026 votes d'avance sur son concurrent. Et justement, en rapport avec son concurrent, le site Actu Orange rapporte que contrairement aux candidats malheureux en Afrique qui contestent toujours les résultats des élections en Autriche, le candidat d'extrême droite Norbert Hofer a concédé ce lundi sur sa page Facebook sa défaite à l'élection présidentielle. Présidentielle en Autriche, le site France TV Info révèle qu'il faut s'inquiéter malgré la défaite de l'extrême droite, car il est difficile d'imaginer que la vie politique puisse reprendre tranquillement son cours après un scrutin marqué par une défiance envers les partis traditionnels. Voilà, c'était votre revue de presse. Merci Grâce d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous aussi, Floride Zontoto. Merci également à vous de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal dans moins d'une heure si vous l'avez raté. À très bientôt. Ce programme vous a été offert par Orange.